Bonjour à tous, je fais cette vidéo depuis un mouillage sur Saint-Barthélemy. Voilà, le lieu est assez sympathique. Et donc, lieu sympathique pour annoncer que ICO, notre voilier, sur lequel on habite depuis maintenant 1 an et demi, et sur lequel donc, nous sommes partis en tour du monde depuis l'été 2024, eh bien, nous mettons en vente ce bateau. C'est pas facile, c'est certain que on lâchera une larme le jour où le bateau sera entre les mains du nouveau propriétaire. Et donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous faire un petit peu le tour du bateau sur l'extérieur. Je ferai une deuxième vidéo dans un deuxième temps pour montrer l'intérieur. Et vous allez voir un peu tous les préparatifs que nous avions réalisés pour partir complètement serein sur ce monocoque. Donc il s'agit d'un Contest 41S. C'est un seul mât, parce qu'en fait il existe aussi en version Ketch. Il est de 1988. Et il a quelques milles au compteur, mais malgré ça, vous allez voir que l'état de conservation est plutôt bon. Alors, je vais peut-être commencer juste par le truc qui son seul défaut aujourd'hui, je pense, c'est vraiment l'état du pont en teck. Vous verrez sur la vidéo, je vous montrerai, les vis sont apparentes, hein, voilà, donc là les vis commencent à être apparentes. Et en fait, c'est pas ce qui se passe, c'est que c'est l'épaisseur du teck, hein, qui s'est usée, hein. Le bateau a 38 ans, et donc à la longue, l'épaisseur a réduit, au point maintenant de montrer les vis, parce qu'en fait, à l'époque, les ponts n'étaient pas collés, ils étaient collés, vissés. Collés, je suis même pas sûr, mais à minima vissés, certainement il doit y avoir une colle en dessous. Et donc, le prochain propriétaire, enfin moi, ceci dit, quand je l'ai acheté il y a 8 ans, il était déjà dans cet état-là, hein. Donc ça m'a pas empêché de vivre avec, mais refaire un pont comme ça en teck, c'est un délire total. Je crois que j'ai des devis qui avoisine les 50 000 euros, donc on oublie complètement. Donc je pense que l'action serait plutôt d'enlever le tech et de faire un pont résiné avec un antidérapant. Ça enlèverait beaucoup de son charme, mais bon, à voir ce que fera le prochain propriétaire. Moi en tout cas, ça m'a pas empêché de vivre. Donc ce bateau, on l'a préparé. Là, donc sur l'arrière, je vais quand même montrer deux trois petits systèmes. Donc on a des panneaux solaires, hein, voilà, il y a un peu plus d'1 kilowatt de panneaux solaires. Donc on a rajouté un portique, hein, ça c'est pas d'origine. Sur ce portique, j'ai un Starlink, j'ai une VHF de secours au cas où le mât viendra tomber, un deuxième moyen de communication qu'une VHF en place, sauf si le mât vient tomber là-dessus, c'est vraiment pas de chance. Les antennes GPS, etc. Euh, on a une plateforme mobile, une plateforme de bain mobile, parce qu'en fait, les bateaux assez anciens comme ça, l'accès à la mer, c'était pas le truc le plus envisagé en première instance. Donc, c'est plutôt un bateau hauturier, hein, cockpit central. Donc là, effectivement, quand on prend de la mer, du vent, on est vraiment super bien protégé. Le cockpit avec son doghouse rigide, hein, donc là, on est avec du verre trempé. Donc là, on a un ouvrant, hein, qui permet d'accéder, enfin avoir de l'air qui rentre. Donc cockpit central. Et donc effectivement, ce type de construction n'était pas vraiment orienté vers la baignade, l'accès à la mer. Et donc, vous allez voir, je vais vous montrer la plateforme de bain derrière. Je peux la descendre pour à peu près une vingtaine de centimètres au-dessus de la ligne de flottaison. Des bossoirs. Alors avant, j'avais des bossoirs traditionnels à manivelle. Pour monter le dinghy, c'était vraiment pas pratique. Ça permettait pas de poser le dinghy sur la plateforme. Là, actuellement, le dinghy est posé sur la plateforme. Donc, pour pouvoir ramener le dinghy sur la plateforme, que j'ai en plus refait faire, qui est plus longue, il faut nécessairement que le dinghy puisse faire un arc de cercle pour aller à là-haut. Et donc, je me suis inspiré de ce qu'ils font sur les catamarans, Lagoon en particulier, ou d'autres, avec un système de bossoir articulé comme ça. Donc là, j'enlève les protections. Voilà. Et donc il y a un système de palan. Donc là, pour le monter, je le monte au winch, hein. Donc là,
Hop, on va enlever la manivelle de winch. J'ai oublié d'enlever, hop là, l'amarre qui maintient le dinghy. Voilà, on va faire pareil sur bâbord. Et donc vous allez voir, la manipulation du dinghy est sympathique. Alors je réalise que cette vidéo va être assez longue, donc j'essaierai de faire des chapitres, on verra ce qu'on peut faire. Donc là le dinghy est prêt à être lancé à l'eau, donc je maintiens le palan et je laisse glisser. Et donc théoriquement, non mais oui j'ai oublié un truc, tout bête et méchant, il est comme j'ai dit, il est posé sur la plateforme. Donc je me dis bien que j'oublie un truc. Donc avant il faut descendre la plateforme. Donc pareil, la plateforme elle descend avec un système de palan. Donc j'ouvre, en fait j'ai des systèmes de protection qui permettent d'aller, enfin protection de sécurité si on voulait bloquer la plateforme dans une position donnée, mais en fait avec l'expérience ça ne sert à rien en fait, juste le bloqueur ici sur le palan fait le job. Donc ici il me faudrait mes deux mains, mais donc j'ai besoin, hop là, de libérer un petit peu. Voilà. Donc ici la plateforme est en train de descendre. Je vous montrerai après à quoi ça ressemble. Voilà, elle est en bas. Donc là maintenant on va y aller en rebloquant ici, comme ça de toute façon il y a des butées en bas, on ne peut pas descendre plus bas. Ici, voilà. Et donc là maintenant on peut tranquillement lancer le dinghy à l'eau. Et donc vous allez voir qu'il passe derrière la plateforme. Voilà. Alors hop, je ferme mon taquet et je vais aller détacher le dinghy. Alors le truc aussi qui est pratique, c'est que là ces bossoirs articulés, quand on arrive, ça fait une main courante bien pratique pour aller monter sur la plateforme. Vous voyez que la plateforme elle est à 30 cm de la surface, oui, 20-30 cm de la surface, et donc bien plus pratique qu'une plateforme comme c'était auparavant en haut. Donc là, je vais peut-être couper la caméra pour essayer de... Ouais, peut-être que je vais y arriver, on verra. Voilà. Et de 1 et de 2. Voilà. Donc le dinghy, on peut faire des traversées semi-hauturières avec le dinghy comme ça sur la plateforme arrière. Il bouge pas, hein. J'ai des amarres croisées qui le maintiennent. Voilà, il bouge pas. Par contre, quand on se retrouve au près, serré, et qu'on gîte de manière vraiment importante, et comme le dinghy fait 2,80 m de large, ça peut éventuellement toucher la surface de l'eau dans des vagues. Donc en fait, pour les traversées hauturières, ce que l'on fait, c'est que dans la configuration telle qu'il est là, le dinghy, je laisse le moteur dessus, c'est un 15 chevaux. C'est un 3D Thunder, il a un réservoir, je sais plus, 20 à 25 litres de carburant. Il est immatriculé, donc pour être en règle avec la France. Donc il est immatriculé, il a sa propre immatriculation et donc son propre armement qui permet d'aller au-delà de 300 mètres autour du bateau. Je crois que ça doit être 300 mètres, à la limite beaucoup de gens l'ignorent, mais normalement c'est ça. Puis normalement c'est un 6 chevaux si on veut pas avoir besoin d'immatriculer. Et donc ce que je fais, c'est que dans sa position comme il est là, donc je remonte juste le moteur sur sa chaise, enfin il reste à bord du dinghy.
On le pose sur la plateforme à l'avant, il y a des berres, une paire de berres, et il est posé dessus, armé, complètement attaché sur l'avant, et là on traverse des océans avec ça, et ça bouge pas, hein, ça bronche pas. Donc voilà, donc là c'est la plateforme que vous avez vue, hein. Donc par une action, si je tire là-dessus, je remonte la plateforme. Ma passerelle sert d'échelle pour descendre, sinon c'est une passerelle pour accéder au quai. Il y a une échelle perroquet pour remonter avec des palmes, bien pratique. Un barbecue, quoi d'autre, des coffres ici, assez profonds, hein. Il y a ici 2 bouteilles de gaz de 13 kg. De toute façon, je ferai ça sur la vidéo intérieure pour vous montrer pour la cuisine. Mais donc j'en ai une qui est dédiée pour la cuisine avec une électrovanne et un capteur de fuite de gaz. Donc tout ça c'est piloté depuis la cuisine. Et la deuxième bouteille de 13 kg ici qui sert de backup, hein, pour la cuisine au cas où. Et pour le barbecue, c'est un barbecue à gaz. On va se diriger un petit peu vers l'avant. Donc là, dans le cockpit, toute l'électronique a été mise à jour. Ici, j'ai dernière génération de Garmin, un traceur de 9 pouces, un 923 exactement, je crois, GPS Map 923. Donc ça, c'est un peu plus ancien, c'est aujourd'hui, ils sont GMI 20 et GHC 20. Donc en fait, c'est la génération d'avant, mais qui marche très très bien et qui permet d'avoir un autopilote. Donc j'ai d'ailleurs 2 autopilotes. J'ai l'autopilote d'origine ici, qui a 38 ans, qui marche toujours parfaitement bien, avec les pièces détachées pour le réparer, donc pour réparer les petits engrenages, qui a priori, la panne commune dessus, j'ai jamais eu besoin de le faire, mais en tout cas j'ai les pièces détachées pour ça. Donc lui il est parfaitement autonome et fonctionne parfaitement. Et à côté de ça, quand j'ai refait toute l'électronique avec Garmin, j'ai mis son moteur, donc lui c'est avec un vérin, moi là-dessus c'est un moteur électrique sur le secteur de barre. Je vous montrerai le secteur de barre, c'est pas piqué des gaufrettes, hein, c'est vraiment du super costaud. C'est de la barre inox pleine avec des renvois d'angle, et donc dans un des renvois d'angle, il y avait de prévu la possibilité de mettre un moteur de marque Lumar, je crois. Et donc le Garmin vient avec sa propre centrale pilote auto, donc j'active l'un ou l'autre, pas les deux évidemment en même temps. Un propulseur d'étrave, rappel, enfin je peux le piloter d'ici, mais j'ai un rappel ici, ce qui est beaucoup plus naturel, tribord bâbord, alors que de réfléchir sur le côté dans quel sens il faut envoyer. J'ai ramené un connecteur ici qui me permet de gérer le gain d'eau. Donc je vous montrerai le gain d'eau, mais j'ai un gain d'eau avec compteur de chaîne, et donc je peux le piloter de l'avant ou du poste de barre. La barre est amovible, je peux la stocker ici, et j'ai rajouté une deuxième table. Donc en fait, ce que l'on fait, c'est que quand on est nombreux, on enlève la barre, on remonte cette table-là, et on peut sans problème être à 8 autour de la table. Voilà. Un compas CPLAF, voilà, il n'y a pas de bulle, il est nickel, hein. Donc j'ai fait remplacer le diaphragme, remplir le liquide, etc. Donc ça, il est nickel. Ici, j'ai un deuxième traceur, un gros traceur de génération un peu plus ancienne. Ça me permet d'ici de surveiller les paramètres, les alarmes radar par exemple. La nuit, je reste au chaud dans le cockpit, et puis je viens contrôler les alarmes de collision potentielles, AIS, ou oui, alors il y a un émetteur AIS aussi évidemment. Ici, des répéteurs analogiques de tout ce qui est mesure vent, profondeur, etc. Alors c'est intéressant parce qu'en fait d'origine, les profondimètres et anémomètres sont analogiques. Et c'était VDO qui faisait ça. Et j'avais des vieux systèmes à aiguille. Et puis bon, quand j'ai mis mon nouveau pilote et que je voulais par exemple piloter en mode vent, c'est-à-dire que le pilote puisse conserver une allure, il fallait récupérer ces informations vent par exemple. Et donc je me suis orienté vers cette gamme qui s'appelle VDO Logique, et qui permet de conserver les capteurs analogiques qui sont indestructibles. Franchement, mon profondimètre ou mon speedo, voilà, c'est pas du tout, c'est pas des jouets. Donc je dis pas que ce qui se fait aujourd'hui, c'est de la merde. Certainement, il y a des bons produits, mais il faut vraiment mettre le prix. Et là, c'est vraiment des super bons produits.
Ça m'affiche l'information analogique avec les aiguilles, mais par contre surtout, il s'insère dans le réseau NMEA, donc c'est numérisé et tout mon réseau NMEA est interconnecté et je peux, par exemple, utiliser mon pilote en mode vent, c'est un exemple. Pareil aussi le traceur, il y a une sonde sur l'avant Forward Scan qui me permet de dessiner le relief devant moi, très pratique quand on arrive dans des zones où la carte on n'est pas trop sûr, ou quand on vient faire le mouillage, on fait un 360 et puis on voit où est le relief qui remonterait trop haut pour décider de la longueur de chaîne qu'on pourrait mettre au maximum. Voilà, donc à peu près l'électronique. Et puis il y a encore un autre traceur Garmin en bas. En termes de carto, bon bah là j'ai la carto Europe, j'ai des cartes pour toute l'Europe, j'ai la carto Afrique, oui Afrique, Asie, et la carto sur les Caraïbes. La survie qui a été révisée juste avant de partir en 2024. C'est ici là les fameux bossoirs, les fameux berres que j'ai bricolés et qui permettent de poser mon dinghy. Là-dedans, là, sous la bâche, j'ai des vélos avec des remorques. Quand le dinghy est posé en place ici, je remets mes vélos, mais ça, les vélos de toute façon resteront pas sur le bateau, je les garde. Que dire ici, une baille, un mouillage bon, qui est pas mal en fait, hein, qui permet d'avoir, là j'ai 90 mètres de chaîne en 10, un code D de 130 mètres carrés, un bout dehors, la fameuse télécommande avec de guindeau avec compteur de chaîne hein, que on peut défaire et puis mettre sur l'arrière. Et le guindeau, c'est un guindeau Quick de 1400 watts qui a été remplacé il y a 3-4 ans. Voilà, une grosse ancre. J'ai mis la taille maxi que je pouvais mettre sur ce bateau et donc c'est une 35 kg Spad. À l'origine, il y avait une CQR de 25 kg, donc ça c'est mon assurance sommeil. Elle m'a jamais déçu, voilà. L'autre modification que l'on a faite aussi, c'est il y avait un étai largable sur lequel je pouvais monter une voile tempête qui m'a servi une fois. On avait pris 60 nœuds. Et donc, il était à poste ici en attente, et puis donc il fallait établir, endrailler le tourmentin, enfin bon, voilà, c'était tout un job. Et donc avant de partir, j'ai décidé d'investir dans une trinquette sur enrouleur. Donc en fait, maintenant, je suis gréé en côtre, hein, puisque j'ai maintenant 2 étais. Un génois en hydranet, donc les voiles ont été changées il y a 4 ans, 5 ans peut-être, 4 ou 5 ans. J'ai fait faire des voiles chez Delta Voile en hydranet. Celle-ci avec une coupe triradiale avec un point de une latte qui permet de la ramener en mode trinquette. Donc ça fait une très grande trinquette, beaucoup plus grande que celle-ci. Celle-ci fait 22 mètres carrés. Celle-là, je connais pas la matière, mais c'est un tissu assez épais, assez costaud, qui peut encaisser. Ça fait 22 mètres carrés. Là, le génois fait 70 mètres carrés. Et ma grande voile, c'est une GV à enrouleur, non lattée, et qui fait une trentaine de mètres carrés. Ça veut dire que j'ai à peu près 100 mètres carrés de voile. Et il faut ça parce que le bateau est quand même assez lourd. Hein. Je dois être à peu près à 16 tonnes, 16-17 tonnes. Vous allez voir, en termes d'équipement, j'ai vraiment mis le paquet, donc effectivement, on est un peu lourd. Mais donc ça veut dire qu'il faut un petit peu d'air pour le déhaler, sauf avec le code D. Le code D fait 135 mètres carrés. Alors lui, par contre, c'est dans le petit air. Là, vraiment, on avance bien, quoi. C'est vraiment une superbe voile. Donc à enrouleur, ça permet, d'ailleurs l'enroulage peut se faire de l'intérieur, hein. On a une drosse, une boucle sans fin, et donc on la met sur ce winch là, et puis on la fait tourner, ou alors on vient à pied de mât, et puis on prend une manivelle, et puis on l'enroule ici. Donc ça c'est super pratique, parce que la GV, vous la rentrez sans mentir, 30 secondes. Allez, en 30 secondes, elle est rentrée, allez, 40 secondes.
c'est vraiment, voilà, c'est une super sécurité, ça va vite. On n'est pas obligé de se mettre nez au vent, même au portant. Alors ça leur roule peut-être pas aussi bien que si on est un peu plus nez au vent, mais voilà, ça rentre tout le temps, ça ressort tout le temps. La précédente voile, j'avais un rond de chute un petit peu positif et ça sortait pas bien. Ça, c'était vraiment une galère. Ça rentrait tout le temps bien, mais ça sortait pas très bien. Là, franchement, c'est zéro emmerde. Voilà, très content de mes voiles. Donc encore une fois en hydranet, ce qui fait que c'est un gage de pérennité. Elle va conserver sa forme de très nombreuses années. Donc les voiles sont en super état. Il y a aussi un spi symétrique de 151 mètres carrés, donc très très grosse voile, voilà, avec sa chaussette qu'on envoie, voilà, le mât de tête, il fait 17 ou 18 mètres, 18 mètres de mât, voilà. Il y a un radar aussi. Garmin, hein, donc tout ça, on a ça sur le traceur, voilà, on peut récupérer l'information sur une tablette, enfin bon, voilà, En termes d'électronique, c'est moderne, le pont, bah voilà, ce que je dis, hein, voilà, c'est pas tip top, et ici, dans ces zones-là, là, il est un peu soft, c'est-à-dire qu'on sent que il y a une certaine flexion, donc ça veut dire que le sandwich du pont est humide. Il n'y a pas d'entrée d'eau, hein, le bateau est sec à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Mais bah, le jour où le pont en teck est enlevé, bah, faudra pas hésiter à refaire le sandwich ici. Voilà, c'est un petit chantier à faire. Bon, moi, si je conservais le bateau, c'est ce que je ferais. Encore une fois, j'ai acheté le bateau il y a 8 ans. Il était déjà dans cet état-là en termes sur le pont, hein. Ça n'empêche pas de naviguer, ça n'empêche pas de prendre du bon temps. Un des derniers trucs que je peux dire sur le pont, c'est pas d'origine ça, la filière. Avant il y avait des chandeliers, d'ailleurs les chandeliers étaient à l'intérieur, ce qui fait qu'ici, à l'endroit du maître beau, et comme il y avait 2 fois moins de chandeliers, bah, la filière coupait, en fait on pouvait pas vraiment passer ici, hein. Vraiment on était obligé de se faufiler entre la filière et les haubans. Et bien là, ça m'a permis de suivre la courbe, donc déjà d'augmenter l'espace pour passer sur les passes avant, et puis surtout d'avoir un truc rigide avec quoi se tenir. Ça paraît anodin comme ça, mais c'est super pratique quand il y a du mauvais temps ou qu'on est au mouillage, un méga mouillage où il y a la houle qui s'est levée et qu'il faut aller lever l'ancre et que le bateau fait des bonds de 2 mètres, et j'exagère pas, ça arrive, ça m'est arrivé, et ben on est content de pouvoir se tenir ici, hein. Ou alors quand on est en mer, plutôt que d'aller à 4 pattes sur l'avant du bateau parce que il y a un truc qui s'est emmêlé, et ben on vient, on est serein. Voilà, alors il y a quand même une ligne de vie, hein, de chaque côté, mais voilà, je suis serein. Puis j'ai rajouté un filet parce que des fois, bah, un truc qui s'envole, une pagaie, machin, bah, ça va la retenir, hein. Voilà, le filet, ça peut s'enlever si ça plaît pas, mais voilà. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Pas grand-chose d'autre, hein. Je suis très content, très heureux. Ce bateau marche allez, sa vitesse de croisière, elle est entre 7 et 8 nœuds, hein. Quand je suis à 7 nœuds, je considère qu'on est bien. Euh, je crois que mon record, il doit être à 10 nœuds, mais bon, on devait avoir un courant qui nous aidait, et puis la mer était parfaitement plate, etc. Mais bon, naviguer à 7 nœuds, ça me paraît être une cible raisonnable. On atteint régulièrement les 8 nœuds, et là, on est au taquet, quoi. Voilà, 8 nœuds, on est vraiment au taquet. Et de toute façon, moi, quand je fais mes moyennes, aujourd'hui, je cherche le confort. Donc, quand je me dis, allez, t'as telle distance à faire, je fais de moyenne à 5 nœuds, 5 nœuds et demi. Et comme ça, je suis pas déçu. Voilà. Donc, je vous ai parlé de l'énergie. Il y a un truc que l'on ne voit pas en termes d'énergie qui est aussi à bord. C'est un hydrogénérateur. L'hydrogénérateur, donc, qui est sur mon arbre d'hélice et qui fabrique de l'électricité quand on est sous voile. Donc le principe, c'est que souvent l'hélice tourne par elle-même par le fait que le bateau avance à la voile, et donc il y a un alternateur qui est monté sur cet arbre. Et c'est quand même bien pratique parce que quand j'ai traversé l'Atlantique l'année dernière, un truc auquel on ne pense pas, c'est que on est face à l'ouest, et l'après-midi, le soleil, ou début d'après-midi, le soleil est sur l'ouest,
Et donc du coup, bah, on a l'ombre portée des voiles, carrez-vous, sur les panneaux solaires. Et donc du coup, ça produit pas autant que ce que je pouvais espérer en termes de production, hein, puisque j'ai à peu près 1 kilowatt, mais bah, toute cette électronique, frigo, congèle, etc., etc., j'en passe et des meilleurs. À Starlink, c'est le plus gros consommateur, hein, c'est Starlink, qui est configuré pourtant avec une alimentation 12 volts, hein, je l'allume pas en 220. Eh bien, ce qui m'a sauvé le coup sur la Transat, sauvé le coup dans le sens où j'ai jamais eu besoin de démarrer le moteur, c'est que mon hydrogénérateur générait autant d'énergie par 24 heures que ce que pouvait générer mon parc de 1 kW de panneaux solaires. Donc, parce que lui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, enfin jour et nuit, c'est ça que je veux dire. Et donc il produit, bah, voilà, il produit de l'électricité à partir du moment où le bateau avance à un minimum 5 nœuds. À 5 nœuds, je crois qu'il produit 5 ampères. À 6 nœuds, il en produit déjà le double. Voilà, c'est pas linéaire, hein, c'est plutôt exponentiel. Et donc on va dire on compte plutôt sur une production de 200 Wh. Voilà, 200 Wh, c'est pas trop mal. Et donc ça, bah, sur 24 heures, ça fait des watts. Ça fait des watts et ça complète parfaitement bien ce que le solaire fait. Voilà, les supports de canne à pêche, que dire d'autre, rail de LC, les écoutes. Hein, vous voyez le dimensionnement des écoutes, hein, tout est assez surdimensionné, écoute au banc, bas au banc. Voilà, c'est pas du petit. Et donc voilà, il y a un frein de baume. Euh, voilà, tout est équipé, la trinquette est ramenée avec sur cette poulie, le code D il y vient sur cette poulie-ci. Voilà, le bateau il est prêt à naviguer, il a été préparé pour. Bon, je reprends là parce qu'en fait l'enregistrement a été coupé parce que la carte SD était pleine, donc le temps de la vider sur l'ordi. Je reprends où j'en étais, donc j'étais en train d'expliquer que effectivement le bateau ICO était ce Context 41 est vraiment équipé pour un programme tour du monde. J'imagine que son futur propriétaire aura plus ou moins un programme similaire. Je doute que quelqu'un qui cherche à acheter un bateau juste pour sortir le week-end partira sur ce type d'unité. C'est malheureusement pas un voilier qui est là pour gagner un concours de beauté, si je puis dire, dans le sens où il a une forme classique. C'est pas un bateau moderne. À l'intérieur, c'est pas de l'IKEA. C'est vrai, c'est vraiment le reproche que j'ai sur tous les bateaux modernes aujourd'hui. On a l'impression de voir un truc équipé par IKEA. Là, vous verrez que dans l'autre vidéo, comment est-ce que c'est fait. C'est du tech. Alors voilà. Je comprends le côté moderne. Mais par contre, en termes de durée de vie, je pense que là, voilà, il a déjà 38 ans et je pense qu'il a encore de belles années devant lui. Donc voilà, il est équipé pour un projet tour du monde et donc il est prêt à partir. Il n'y a pas de travaux à prévoir. La sous-marine a été faite à Trinidad. Voilà, le propulseur d'étrave, il y a un propulseur d'étrave a été remplacé il y a 2 ans. C'est un Vetus. J'ai oublié de mentionner, il y a un groupe électrogène ici. Donc en fait ici il y a un coffre et donc il y a un groupe électrogène de 2,5 kW, un groupe électrogène marin, hein, refroidi à l'eau de mer. J'ai pas parlé du moteur, donc gros moteur à bord. Moi je suis la deuxième main, hein, j'ai acheté ce bateau à Guy qui avait commandé ce bateau à Contest en 1988. Enfin en tout cas il lui a été livré en 1988 et à l'époque il avait eu le choix de la taille du moteur, soit 75 chevaux par défaut, ce qui était déjà gros, hein, et il avait pris l'option à 100 chevaux, donc un Volvo Penta TMD 31. Qui est voilà, le panneau de commande est ici. D'ailleurs là aussi tout est numérisé, c'est-à-dire que pression, température, régime, etc.
et numériser même la consommation. C'est-à-dire qu'en fait c'est un moteur, par défaut il n'y a pas d'électronique, mais j'ai rajouté des capteurs qui permettent de récupérer toutes ces informations dans l'environnement Garmin ou dans l'environnement Victron aussi en bas, vous verrez la partie électronique, ce qui permet de générer des alarmes si jamais par exemple la pression d'huile n'est pas bonne ou si la température n'est pas bonne. Je vous ai mentionné aussi la partie consommation de gasoil, donc c'est un moteur turbo compressé gasoil de 100 chevaux. Donc on peut monitorer la consommation exacte de gasoil qu'il fait, malgré que ce soit une pompe à injection mécanique. Donc j'ai été acquérir un système qui permet de mesurer la quantité de gasoil qui rentre dans le moteur et celle qui retourne, et ça calcule la différence. C'est connecté au réseau NMEA. C'est pas un petit appareil, hein, c'est un truc qui vaut 800 balles et qui permet précisément d'évaluer la consommation instantanée, de vous donner la quantité de carburant qui vous reste et de quelle est l'autonomie que vous auriez au moteur. Donc il y a 350 litres de carburant en réservoir. Que dire sur le moteur aussi? Bon, quand je ferai la vidéo intérieure, je vous montrerai le local moteur, mais il démarre au quart de tour. Évidemment, il a 3000, un peu moins de 3900 heures, donc c'est des trucs qui font au moins 10 000 heures normalement, hein, donc il n'est pas usé. Pas de bougie de préchauffage, et donc quand on garde ça en tête, hein, pas de bougie de préchauffage, vous allez voir, je tourne la clé, boum, ça démarre, voilà. Donc c'est... Voilà, pas de souci de moteur, c'est un gage de sécurité. 100 chevaux, on peut se dire c'est énorme, mais déjà premièrement le voilier est assez lourd, hein. Je fais 16-17 tonnes. Alors 16-17 tonnes dans une mer formée, déjà c'est bien parce que ça casse la vague, hein, il est moins ballotté. Mais par contre, effectivement, quand on a courant, vague contre soi, vent contre soi, et que faut passer un passage assez dur, les 100 chevaux sont vraiment intéressants quand on est au moteur. Ou dans une passe, par exemple, avec un courant contraire de 4-5 nœuds, ça m'est arrivé, et on est content d'avoir les 100 chevaux. Donc voilà, ils sont là, on peut compter dessus, et la consommation n'est pas... gigantissime, je ne vais pas dire de bêtises, mais en moyenne je compte sur 3,2 litres à l'heure, à un régime moyen on va dire 1500-1600 tours minute, et là avec ce régime là on est déjà dans les 5 nœuds et demi, 6 nœuds, donc il peut nous emmener sans problème à 8 nœuds. Là par contre la consommation s'envole et franchement je vois pas l'intérêt, mais justement avec la consommation instantanée ça permet de voir quel est le sweet spot, le moment où rajouter du régime, c'est pour un gain ridicule en vitesse et une augmentation assez importante de la consommation. Qu'est-ce que je n'ai pas montré aussi? Oui, je vous ai pas montré sur le bastingage. Ma femme voulait absolument, quand on a passé en rigide, avoir un accès latéral, et donc en fait on a fait un système assez astucieux, voilà, et donc j'enlève ça, et puis il y a le sel en bas, et puis on peut accéder voilà, latéralement au quai si besoin. Donc ça c'est voilà, c'est pratique aussi. Bon, il faudra refaire un petit peu passiver l'inox à droite à gauche pour que ça brille. Voilà, il y a 2 winches en pied de mât. Alors tous les winches sont self-tailing, sauf donc d'origine, sauf ceux en pied de mât où là j'ai rajouté qu'ils appellent ça wincher. Donc c'est un truc qui permet effectivement, ça fonctionne, hein, ça permet de bloquer et d'avoir le même fonctionnement qu'un winch self-tailing. Voilà. Il y a aussi une manivelle de winch électrique qui est dans le cockpit. On l'a fait passer comme ça par l'ouverture et on la plug ici, et ça permet de remonter l'annexe, hein, qui doit bien faire ses 130-140 kg, tout équipé, et donc on la met avec la drisse de SPI et on la pose ici sans forcer avec le winch, la manivelle de winch électrique. Bon voilà, je vais arrêter là sur le pont parce que ça fait beaucoup d'informations. Je vais juste faire le tour rapide de ICO pour que vous ayez une idée de son allure extérieure.
Donc nous voilà à bord de l'annexe. Alors je vais essayer de la détacher. Voilà. Les amarres flottent, hein, donc elles risquent pas de se foutre dans l'hélice ni du voilier ni du moteur d'annexe. Donc c'est un moteur 15 chevaux d'autant. Voilà, ça démarre au quart de tour. Comme j'ai dit, l'annexe est immatriculée, elle est équipée pour... elle est armée pour une navigation au-delà de 300 mètres. Donc voilà l'allure d'ICO, vue de l'extérieur. Voilà, on peut observer que la sous-marine est toute propre, hein, toute neuve, hein, puisqu'elle a un mois. Voilà, il y a des hublots de pont, enfin pardon, des hublots de coque plutôt. Donc là je suis sur bouée, donc ça permet d'observer l'ancre spad 35 kg, le bout dehors. Voilà. Voilà la forme. Donc tableau vertical à l'arrière. Donc on voit tout l'intérêt effectivement d'une plateforme mobile. Je vais m'éloigner un petit peu. Et surtout on va essayer de ne pas avoir le soleil dans les yeux. Voilà. Voilà notre joli ICO. Alors oui, il y a aussi un tangon très pratique sur les grandes traversées, voilà, qui permet de conserver les voiles en ciseaux des jours et des nuits entières, comme on a pu le faire l'année dernière. Je vous dis, je crois qu'il manque pas grand chose en termes d'équipement, voire même, je vois pas ce qui peut manquer, hein, mais bon, vous me direz dans les commentaires si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui manque dans ce voilier. Donc en tout cas, vous voyez, très pratique pour l'arrivée. Là, le bossoir articulé qui permet de s'aider, de se tenir, enfin voilà, c'est un gros changement pour nous par rapport à l'ancien système de bossoir. Allez, je vous quitte.